Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence et surtout donc merci à notre intervenante conférencière du jour, donc Ève Capello, que nous sommes très heureux, très honorés de sa présence. Comme je rappelais ensemble, c'était une intervention qui avait été, dès le début de ce séminaire, on avait pensé que ce serait très important de pouvoir bénéficier du regard d'Ève Capello. Et puis les années précédentes, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre de contraintes qui ont fait que voilà, ça a été repoussé à cette année et on est d'autant plus heureux que ça ait lieu maintenant. Donc Ève Capello est sociologue, elle est directrice d'études à l'EHESS, elle est rattachée au laboratoire CEMS, Centre d'études des mouvements sociaux. Sa direction d'études est intitulée Sociologie des transformations du capitalisme, donc à l'EHESS. Avant l'école des hautes études, avant 2013, elle a été plusieurs années professeure à HEC Paris. Et puis, avec une grande expérience internationale, par exemple récemment en tant que fellow au Wissenschaftscollege de Berlin, donc d'expérience recherche, ou encore coordinatrice de programmes de recherche internationaux, par exemple financés par la Fondation Humboldt, menée en coopération avec l'Université de Hambourg. Donc ce sont des exemples pour vous dire les grands champs de recherche d'Ève Capello portent sur la critique du capitalisme et l'histoire du management, sur la sociologie des instruments politiques et de gestion, et sur les catégories comptables et les catégories économiques. Alors vous trouvez un petit rappel de ces thèmes dans un titre qui est peut-être effectivement un peu sibyllin, hein, ces deux mots côte à côte, juxtaposés, mais on va en savoir plus. Alors, je ne m'entame pas une longue liste de publications, très, très nombreuses, un très grand nombre d'articles internationaux, mais je signale quand même quelques ouvrages qui me semblent très importants. Alors, peut-être le plus ancien, qui était la publication, le travail de thèse doctorale, qui s'intitulait Artistes versus Managers. Le management culturel face à la critique artiste, en 1998. Et puis ensuite, un livre qui a fait date, hein, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est devenu vraiment un classique, qui a été coécrit avec Luc Boltanski et qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme, en 1999, qui a été traduit en de très nombreuses langues. Dans les livres classiques aussi, il y a dans la collection des grands repères à la découverte, là aussi c'est des livres dont vous avez sans doute un usage, disons, courant, la sociologie des outils de gestion, sous-titré « Introduction à l'analyse sociale de l'instrumentation et de gestion », avec Patrick Gilbert. Voilà. Et beaucoup d'ouvrages collectifs, j'en cite seulement Faire l'économie de l'environnement, puisque peut-être en résonance avec ceux qui suivent le parcours études environnementales aux presses de l'École des Mines en 2020 avec Antonin Potier et Antoine Mismer. Et puis un certain nombre de publications sur les phénomènes de financiarisation de l'économie, sur la pénétration des outils financiarisés et sur le corpus technoscientifique qui fonde ces outils de financiarisation dans la finance moderne. Voilà de manière très schématique une petite introduction et donc merci beaucoup pour ton intervention. Bon, merci beaucoup pour cette présentation, quand même pas si schématique que ça. Hein, donc voilà. Bon, donc ben, merci beaucoup de cette invitation. C'est vrai que je ne travaille plus beaucoup sur les questions comptables et
Mais en même temps, je m'aperçois qu'il faut y revenir et il faut le rappeler régulièrement aux étudiants et aux chercheurs que ce sont des objets sociotechniques, des pratiques sociotechniques absolument centrales du monde contemporain. Voilà. Et d'ailleurs, ce que j'expliquais à Anne Rasmussen tout à l'heure en aparté, c'est que du coup, je vais faire un séminaire d'introduction à la sociologie des outils de gestion, de la comptabilité, de la quantification l'année prochaine, en me disant que finalement, il faut peut-être que je transmette un peu toutes ces choses, même si je ne travaille plus vraiment directement, disons, à élaborer des réflexions là-dessus. Voilà, mais je pense que ce sont des outils, des objets qui sont très intéressants pour les chercheurs en sciences sociales. Bon, alors, je vais m'écarter un peu des deux articles que vous avez eu à lire, euh, mais j'espère que vous en retrouverez des traces dans ma présentation. Donc, je vais tout d'abord commencer par faire une rapide définition en fait de ce que c'est que la comptabilité. Et puis ensuite, vous verrez. Hein. Bon, donc la comptabilité, donc c'est une activité de quantification. Alors, pardon pour la faute, en unité monétaire. Donc c'est un des points clés, qui est un des points clés de cette activité-là, c'est que les choses sont traduites en unité monétaire. Alors j'ai mis deux choses parce qu'on peut compter des tas de trucs. Alors, pardon pour le dualisme, mais relevant du social, c'est-à-dire que on compte, où on essaye de visibiliser dans la quantification en fait, des transactions économiques qui affectent des entités économiques. Donc, vous voyez, on est dans on n'est pas en train de, je sais pas, de compter des papillons ou des ailes de mouche, des choses comme ça, ce qui peut être utile. Mais là, on compte des choses que font les humains. Et ils ont dit, il faudrait compter ceci, voilà. Et qui ont en plus une dimension extrêmement abstraite. Donc, c'est quand même une activité relativement singulière de compter ce type de choses. C'est une activité qui produit des résumés de l'activité de ces entités. Alors, pardon d'être aussi vague. Une entité, la plupart du temps, c'est une entreprise, mais ça pourrait être une association, ça pourrait être un ménage. Voilà. Donc des résumés donc économiques. Et ces résumés sont produits donc par agrégation d'événements économiques singuliers. Donc, par exemple, si on prend une entreprise, des ventes, hein, on vend à un tel tant d'unités de je ne sais pas quoi, à un tel autre tant d'unités de la même chose, etc. Donc il y a des tas d'événements comme ça qui se passent. On achète des choses, on fait on verse des salaires, on paye des charges sociales à la sécurité sociale, etc. Donc chaque événement ou chaque transfert monétaire sont des événements singuliers et ils s'agrègent, ils s'empilent, ils s'accumulent. Alors je dis ça parce que quand on fait de la quantification, on peut faire aussi de la quantification par exemple par sondage. Hein. Vous faites des sondages, on produit des chiffres, les activités de sondage produisent des chiffres, mais ils ne produisent pas des chiffres où il y a agrégation de toute une série, on pourrait dire agrégation complète, puisque en théorie les comptables ne sont pas censés omettre des transactions qui se passent, donc on est dans un univers à 100%, et qui s'accumulent comme ça. Hein, donc c'est des techniques de comptabilité particulières. J'ai eu travaillé autrefois avec Alain Desrosières, qui est historien et sociologue des statistiques. Et on discutait beaucoup de la différence, par exemple, entre qu'est-ce que c'est que faire des chiffres avec des systèmes statistiques, qu'est-ce que c'est que faire des chiffres avec un système comptable. C'est deux formes de quantification. Voilà. Alors, agrégation d'événements économiques donc singuliers dans un système de compte qui renvoie à des concepts entre-reliés et entre-définis. Alors ça, c'est quand on est dans le summum de la comptabilité qu'on appelle la comptabilité en partie double. Je ne vais pas vous faire un cours de comptabilité en partie double, mais on est dans ce qu'on appelle une classification, hein, un système de classification, où tous les événements économiques qui peuvent affecter l'entité en question doivent rentrer dans une liste réduite de cases. D'accord ? Donc il y a un travail de fabrication de cette classification, donc où les différentes catégories sont liées les unes aux autres. Hein. D'autant que les transactions économiques, ça consiste souvent à faire passer une quantité d'une catégorie à une autre. D'accord ? Donc, on est quand même sur des fabrications intellectuelles qui sont assez complexes.
Et enfin, mais ça c'est une caractéristique qui est plus récente, qui a un peu plus d'un siècle, un peu moins d'un siècle, pardon, on est en 2020, donc ça commence dans les années 30 en fait. C'est une activité qui est maintenant réglementée. On ne peut pas tenir des comptes n'importe comment. Et donc, il y a du droit comptable sur la façon dont on tient les comptes. Il y a du droit comptable sur les systèmes, sur la classification, hein, et aussi du droit comptable sur quel type d'information est communiquée. Alors, à qui ça dépend des pays, ça dépend des droits. Mais voilà. Donc, alors, donc ça, pardon pour une définition assez abstraite. Donc, on a plein de types de comptabilité. Donc, la plus classique, c'est la comptabilité des entreprises, avec deux états de synthèse qui sont le bilan et le compte de résultat. Alors, pour le dire rapidement, en théorie, je dis bien en théorie, les bilans mesurent la richesse ou le patrimoine, et les comptes de résultat mesurent l'enrichissement, c'est-à-dire les profits. Donc l'idée étant, dans un système en partie double, que l'écart entre deux patrimoines, entre le temps, disons entre le 1er janvier et le 31 décembre, soit exactement égal au profit de l'année. Voilà. Ça, c'est la... Bref, donc il y a des entreprises qui sont donc affectées, pour lesquelles on produit ces deux types de résumés, d'images, et puis il y a d'autres organisations comme... donc les organisations publiques, l'État, les collectivités locales. Donc la plupart des États, jusqu'à encore très récemment, ne produisent pas, par exemple, de bilan et de compte de résultat. En France, l'État français produit un bilan depuis 2007. Voilà, c'est un des effets de ce qu'on a appelé la LOLF, la loi d'orientation des lois de finances. Il y a beaucoup de pays dans le monde dont les États ne produisent pas de bilan et de compte de résultat, pour des raisons qui sont assez sensées. C'est que ce n'est pas forcément les bonnes représentations comptables de ce type d'activité. Alors pour les collectivités locales en France, c'est plus ancien, mais c'est pareil, il n'y a pas de raison qu'une entité dont la vocation est vraiment budgétaire, c'est-à-dire elle lève l'impôt, elle a une autorisation des citoyens pour lever l'impôt, et cet impôt est dépensé sur des activités. Donc c'est vraiment une conception de budget annuel. Il n'y a aucune raison qu'une entité qui fasse ça ait une mesure de son patrimoine, et encore moins une mesure de son résultat. Voilà. Donc il y a des pressions internationales très fortes pour que les États se dotent de comptabilité. Alors, en anglais, on appelle ça accrual accounting, donc comptabilité d'exercice, mais il n'y a pas d'obligation. Et puis il y a une autre comptabilité encore qu'on appelle la comptabilité nationale. Donc là, c'est presque un excès de langage de parler de la comptabilité nationale. Enfin, peut-être pas moins en France qu'ailleurs, mais la comptabilité nationale, c'est elle qui produit le PIB, c'est elle qui produit les comptes de branche, etc. Elle a comme caractéristique d'être aussi dans un système de comptes interreliés, etc. Mais là où je dis c'est presque un excès de langage, c'est que les comptabilités nationales dans la plupart des pays du monde ne sont pas produites par agrégation. Je vous disais, des agrégations progressives comme ça. Il y a plein de pays où, en fait, les comptabilités nationales sont produites par des estimations, des sondages, des choses comme ça. Voilà. Bon, en France, il y a eu une grande réforme en 82 des comptes des entreprises pour faire en sorte qu'on puisse cumuler tous les comptes des entreprises pour produire les comptes de la comptabilité nationale. Mais bon, c'est en France parce qu'on est comme ça. On a une conception de la comptabilité agrégative jusqu'au bout. Voilà. Mais bon, disons que les comptes de la nation, comptabilité nationale, c'est une autre forme de comptabilité qui a beaucoup de points communs, l'unité monétaire, le système de comptes interreliés, etc. Mais pas fond. Alors, toutes ces comptabilités, elles sont normées aussi. Donc, il y a des bonnes façons de faire ces comptes. Il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui ne le sont pas. Voilà, donc les comptabilités nationales, elles sont normées. Il y a des normes comptables internationales des comptabilités nationales, et elles sont surtout normées, nous, en Europe, par Eurostat, puisque la comptabilité nationale, elle produit des chiffres qui sont très, très importants en Europe,
que ça produit, des chiffres qui vont déterminer les contributions, par exemple, de l'État français au budget européen, qui vont déterminer... donc, il y avait des gros enjeux de transfert économique. Donc, Eurostat a été obligé de normer les comptabilités nationales des États de l'Union européenne. Voilà. Et puis, il y a d'autres types de comptabilité. Pour vous dire qu'on peut passer sa vie à étudier les comptabilités, ce qu'on appelle des comptabilités analytiques ou de gestion, donc qui permettent de calculer des coûts, qui permettent de rendre des comptes. Voilà. Donc, on met aussi souvent dans la comptabilité toute la fabrication des indicateurs de gestion. Et puis enfin, on peut aussi, dans une version assez extensive, se dire qu'on va prendre tous les calculs économiques, les calculs financiers qui peuvent alimenter la décision. Donc ces comptabilités-là, elles sont moins normées légalement. Alors encore une fois, ça dépend des pays. Par exemple, le calcul de coûts, c'est-à-dire, alors c'est très compliqué de savoir combien, je vous dis par exemple, combien coûte une heure de cours à l'EHESS. Donc, je pense qu'on peut se mettre autour d'une table et réfléchir, qu'est-ce qu'on met dans le coût, le prof moyen, ok, la main-d'œuvre, à la rigueur, on va y arriver. Mais après, si on met il va falloir faire prendre des tas de conventions, mais, parce qu'il y a des profs plus ou moins payés, etc. Mais après, il y a les locaux, etc. Donc, en fait, c'est très compliqué de fabriquer une norme de coût. Alors, je dis pourquoi c'est normé, parce que, par exemple, dans les années 30, en France, dans la période de cartélisation de l'économie, les branches industrielles, les patrons ne voulaient pas se faire concurrence entre eux. Vous êtes dans la même branche, vous vendez le même produit. S'il y en a un qui calcule les coûts d'une manière générale, et qui met un prix par rapport au coût, on va dire il rajoute 20% et c'est le prix de vente. Puis un autre qui calcule tout à fait différemment, il rajoute 20%. Il y a très peu de chances, même s'ils ont les mêmes coûts globaux, que le coût de l'unité de l'heure de cours, par exemple, soit le même si on ne se met pas d'accord sur la même manière de calculer. Et donc, ça crée de la concurrence, en fait, liée à des formes de calcul différentes. Je ne sais pas si c'est clair, parce que du coup, les prix de vente pouvaient varier. Donc, à cette époque-là, où il était possible de faire des ententes industrielles, aujourd'hui c'est interdit, mais les patrons se discutaient entre eux et se mettaient d'accord en disant on va quand même calculer les coûts tous de la même façon pour avoir une concurrence sur les prix, au moins. Voilà. Bon, juste pour vous dire il peut y avoir des degrés de normalisation aussi de ces choses-là. Et surtout, il y a une normalisation qui arrive par les savoirs et les habitudes professionnelles. C'est des activités assez techniques, donc les comptables sont formés, il y a des écoles, l'école du terrain, l'école et il y a des habitudes qui permettent aussi de faire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Voilà. Bref. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous donner l'amplitude de ces objets qui sont absolument partout. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des liens entre... alors, j'ai mis un S à comptabilité, en tout cas entre la comptabilité d'entreprise et les systèmes économiques ou l'économie, en jouant sur vous savez, ce jeu de mots qui est de différencier économie avec un Y et economics, CS. Donc, l'économie, ça serait l'économie réelle, pardon de dire des choses comme ça. Economics, ça serait les savoirs sur l'économie. En sachant que, bien entendu, les savoirs font partie de l'économie réelle, mais enfin, bon, disons temporairement, on va les dissocier. Et donc, qu'est-ce qu'on peut regarder comme lien? Je me suis dit que ce n'était pas inutile pour le master. Voilà. Donc, j'ai fait des beaux dessins. Alors, encore une fois, c'est des caricatures, on est bien d'accord. Hein, bon, donc, on va dire que les pratiques comptables, elles font partie de la vie des entreprises, etc., la vie des organisations. Donc, je les ai mises dans l'économie réelle. Et puis, on va dire qu'il y a le ciel, la théorie économique qui se promène un peu en dehors, même si on sait bien qu'elle est influente. Voilà. Donc, on a nos 3 paquets, accounting, economy and economics. Et donc, je vais faire un topo en 3 parties. La première partie, ça va être de montrer que la question comptable, les pratiques comptables, les cadres comptables, les techniques comptables ont un caractère structurant. Elles contribuent à fabriquer le monde dans lequel on vit, okay, notamment à fabriquer
les organisations, les entreprises, les flux d'argent, etc. La deuxième partie, ça va être de montrer que l'ensemble, en fait, que ces savoirs qu'on pourrait appeler des savoirs pratiques, qui vont être rationalisés, mis en cohérence petit à petit depuis la pratique, qui va créer donc des concepts pour l'action, ces savoirs-là vont en fait alimenter la théorie économique. Et donc il y a c'est-à-dire, on pourrait le dire, c'est la pensée indigène qui va fabriquer la pensée scientifique pour dire les choses. J'ai honte de dire des choses aussi caricaturales dans dans ce master, mais bon, voilà. Et puis enfin, la troisième étape, ça va être de vous parler de ce qu'en sociologie on appelle la performativité, hein. Donc la performativité de economics sur économie, dans quelle mesure les idées économiques fabriquent le monde économique. Et je montrerai le rôle qu'a justement la comptabilité comme instrument, véhicule de traduction de la pensée économique pour transformer le monde. Et par où ça passe, ce truc-là? Comment c'est possible que la comptabilité soit le cheval de Troie de certaines théories économiques. Voilà. Bref, voilà, donc 3 parties, et puis qui me permettront de revenir peut-être sur les articles. De toute façon, alors, donc le premier principe, c'est la question de l'économicisation de l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est repéré depuis longtemps. Je crois que dans l'article sur la comptabilité, la naissance de l'idée de capitalisme, c'est un point clé, par exemple, des travaux de Zombart, là, que je regardais juste avant, en me disant qu'est-ce que j'ai écrit, au fait, dans cet article, quand vous l'avez lu plus récemment que moi. Donc l'idée, c'est que comme on est sur des modalités de traduction en langage monétaire, ça fabrique une visibilité, ça met en visibilité une entité qui la rend plus économique parce qu'elle est visibilisée. Vous prenez une entreprise, ou vous prenez une ONG, ou même un ménage. Si on regarde la comptabilité d'un ménage, qu'est-ce qu'on voit dans la comptabilité d'un ménage? On ne voit plus que sa dimension monétaire ou économique. Et donc ça crée une visibilité, ça visibilise un tout qui n'est pas visibilisé autrement, d'accord, et uniquement par ce langage monétaire. Donc on a une forme de réductionnisme ou de simplification. J'ai mis désencastrement parce que dans les travaux sur le désencastrement de l'économie, on peut se dire que le désencastrement de l'économie, c'est la genèse d'un point de vue proprement économique sur les choses. Hein. C'est-à-dire on va, bien entendu, si on regarde une famille, par exemple, la plupart du temps, on n'a pas vraiment de point de vue économique sur la famille, hein, sauf quand on divorce, d'ailleurs. En fait, ça, c'est le truc qu'a bien montré aux Élyséens. Quand on divorce, d'un coup, on se met à se disputer et à tout quantifier. Voilà. Mais la plupart du temps, une famille, elle n'est pas visibilisée comme ça. Mais si on regarde les comptes d'une famille, eh bien, on est en train de l'extraire, de la désencastrer de l'ensemble des autres aspects. Donc c'est un effet très, très fort d'autonomisation d'un point de vue. Et d'isolation, on isole des choses sur lesquelles on va pouvoir faire des calculs, d'autres considérations que l'on n'arrive pas à mettre en calcul. Bon, donc ça, c'est un premier effet classique. Donc, et donc, voilà. Donc, d'où, par exemple, des débats sur qu'est-ce que ça fait. Enfin, je pense à des débats. J'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus dans vos topos sur l'ethnocomptabilité. Hein. Donc, l'ethnocomptabilité qui conduit à créer des comptes là où il n'y en avait pas. Donc les acteurs ne comptaient pas.
Et puis on se met à créer des comptes, voire des bilans, des comptes de résultats. Enfin, ça dépend. On peut être très créatif aussi quand on fabrique la comptabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on voit bien qu'il y a un effet d'économicisation de pratique. Et en même temps, c'est fait pour mettre en visibilité des dimensions qui n'étaient pas visibles. Donc, vous voyez, on a les mêmes, l'effet, comment dire, les choses viennent ensemble. Bref, donc deuxième effet, deuxième importance de la comptabilité, ça contribue à construire l'entité comme autonome et finalisée. Donc là, je ne vais peut-être pas m'étendre très longtemps, mais en fait, on ne sait, il n'y a pas de définition dans le droit de ce qu'est une entreprise. Ça va vous sembler peut-être curieux, mais et non. Il existe ce qu'on appelle les sociétés, les contrats de société, donc des créateurs de sociétés qui signent un contrat en disant nous allons créer une société ensemble, donc une structure juridique. Mais par exemple, dans ce contrat de société, il n'y a pas les salariés. Les salariés sont liés à la société, qui est une personne morale qui a été créée par la décision libre des actionnaires, on va le dire comme ça, qui crée une personne morale, et ensuite les salariés vont faire un contrat avec cette personne morale, qui est un contrat de travail. Voilà. Et donc, par exemple, les clients, ils ont des contrats de vente, des contrats de fournisseurs, etc. Donc, en fait, une entreprise, ça n'a pas d'existence juridique. Hein. Les juristes vous parleraient d'un réseau, d'un nœud de contrat. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Vous voyez, on est quand même drôlement embêtés pour savoir ce que c'est. Les économistes sont également très embêtés pour en parler. Ils parlent justement de nœud de contrat, ou des fois, carrément, il n'y a pas d'existence. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, on a des agents comme ça, extrêmement simples. Bref. Et donc, un des rares endroits où on voit l'entreprise, c'est dans la comptabilité. En fait, c'est étrange, mais on visibilise dans la comptabilité. On dit, parce que le comptable, il va faire une liste des choses qui sont dans l'entreprise, une liste des choses qui sont en dehors. Voilà. Et donc, en fait, il contribue à construire cette entité. Et il la construit comme la comptabilité contribue à construire l'entité aussi comme une entité finalisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des comptes, quand on a un compte de résultats, ce qu'on verra peut-être tout à l'heure, le compte de résultats, à la fin, il y a la ligne bleue des Vosges, ou la bottom line, pour parler comme les comptables, c'est pour les entreprises le profit. Voilà. Et donc, oui, vous voyez, on a des soldes, hein, c'est pas dépenses, mais c'est chiffre d'affaires moins charges, etc. À la fin, résultat, c'est la bottom line, c'est la finalité. D'accord ? Donc, la façon dont on tient les comptes, non seulement rend visible cette entité, mais donne à la direction de l'entreprise et à ses managers un objectif, finalise le collectif. Voilà. Donc, c'est une contribution qui est extrêmement importante. Et donc, la façon dont on va montrer l'entité, on va la donner à voir comme entité économique désencastrée, et la façon dont on va la finaliser va être déterminante va contribuer à construire le système économique dans lequel on est, en fait. Et donc ça, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Parce que, en fait, cette construction comptable de l'entreprise, elle est conventionnelle. Donc, parce qu'on peut, si je reprends les définitions de tout à l'heure, il y a un bilan, un compte de résultat. Le bilan, c'est le calcul du patrimoine. Le compte de résultat, c'est le calcul de l'enrichissement sur une période. Bon, qu'est-ce que je vais compter dans mon patrimoine si je fais mon calcul de patrimoine? Est-ce que je compte, par exemple, ce stylo jetable? Est-ce que je vais compter un ordinateur? Voilà, bon. Donc, à chaque fois, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce que je mets dans mon patrimoine? Qu'est-ce que je ne mets pas, etc. Donc, c'est des définitions qui sont... il faut utiliser ce que Desrosières appelait des conventions de quantification. Donc, ce sont des constructions conventionnelle, ou on pourrait dire arbitraire. Donc l'entreprise est une construction arbitraire et conventionnelle. Voilà.
Alors, qui dit arbitraire et conventionnel ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. En fait, les choix conventionnels sont liés à des représentations que l'on a de l'entreprise, de son rôle, de sa vocation, qui sont des représentations qui sont situées dans le temps, dans l'espace. Alors, ça dépend des périodes historiques, mais ces conventions peuvent être justifiées par des argumentaires. C'est-à-dire que on ne tient pas les comptes. Quand on décide de choisir une convention, souvent, c'est pour des bonnes raisons. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il faut une convention pour produire des chiffres. Là, je dis une convention pour se coordonner parce que c'est un clin d'œil à l'économie des conventions. Mais bien sûr, il faut des conventions pour produire des chiffres, mais il faut que ces conventions soient justifiables. Bref, et donc, selon la nature de cette convention, on n'a pas du tout la même entreprise. Alors, pour vous raconter ça, je vais m'appuyer donc sur les travaux d'un comptable, un historien de la comptabilité qui s'appelle Jacques Richard, qui lui-même a beaucoup lu de théorie comptable, etc., et qui reprend des travaux de théorie comptable d'un théoricien de la comptabilité, économiste, réformateur, politicien allemand qui s'appelait Eugène Schmallenbach. Peu importe, c'est juste pour que vous sachiez, dans les années 30, c'est un monsieur qui a été important parce qu'il a écrit le premier plan comptable allemand. Voilà, donc, mais bref. Donc, quelle conception de la firme et donc quelle conception, par exemple, du bilan, c'est-à-dire du patrimoine. Qu'est-ce qu'on met si on doit faire l'image comptable du patrimoine, des possessions de la firme? Alors, ce n'est pas que les possessions, c'est le doit et l'avoir. C'est qu'est-ce que j'ai, moins qu'est-ce que je dois. Hein, le doit et l'avoir, l'actif et le passif, etc. Bon. Alors, il y a en gros des périodes historiques où la façon dont on pense et dont on construit justement les bilans des entreprises change. Alors, quand je dis ça, quand on est au 19e siècle, il n'y a pas de normalisation comptable. Donc, chaque entreprise fait ce qu'elle veut, mais comme je vous le disais, il y a des pratiques, des pratiques comptables. Et puis, il peut y avoir des procès comptables. Donc, il y a quand même des choses qui se passent dans les tribunaux qui essayent d'organiser les choses. Bref, peu importe. Il n'empêche que, en gros, pour le faire très vite, au 19e siècle, on a ce qu'on appelle des bilans statiques de liquidation. Alors, avant de lire ce qui est écrit, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, dans un bilan statique de liquidation, on ne met que des choses matérielles, que du tangible. Des machines, des stocks de matières premières, de marchandises, éventuellement des bâtiments. Voilà. Donc, c'est que ce qui est tangible. On peut le toucher du doigt. On ne met pas des trucs qui ne sont pas tangibles. Et on ne met que des choses qui sont vendables. Donc, si ce n'est pas vendable, ce n'est pas dedans. D'accord? Pardon? Alors, en brevet, ça va dépendre. Hein, ça va dépendre. Mais en gros, il faut vraiment qu'il y ait une valeur de marché de la chose. C'est-à-dire que, donc souvent, on va mettre très peu de choses dans les bilans. Donc, c'est ce qu'on appelle des bilans hyper pessimistes. Parce que c'est très pessimiste. Donc, on met très peu de choses dans les bilans. Et en fait, c'est des bilans, alors ce que dit Jacques Richard, qui sont orientés vers la solvabilité, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont conçues comme mortelles, qui ne vont pas vivre très longtemps, en tout cas, qui risquent. Et c'est, en fait, on ne donne à voir dans le patrimoine que des choses sur lesquelles les prêteurs ou les apporteurs de capitaux vont pouvoir se refaire très rapidement. C'est pour ça que ça s'appelle un bilan statique de liquidation. Donc, on ferme l'entreprise, on vend tout, qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est ça un peu la logique. Hein, d'accord? Bon. Donc, une entreprise qui est mortelle, avec un poids très, très important, finalement, des apporteurs de capitaux et une valeur à la casse, en fait. C'est encore un peu
Encore une fois, c'est une caricature, parce que là, on est au 19e, donc au 19e, il y a toutes sortes de pratiques selon les... Bon. Ensuite, le 20e siècle. Alors, pardon, c'est pareil, c'est un peu brutal ce que je raconte, mais disons, au 20e siècle, on passe sur le bilan dynamique. Et donc là, on est dans une entreprise, on est entreprise industrielle avec des très gros investissements. Alors, je sais pas, l'aluminium, trucs comme ça. Donc là où on sent le capital, on voit ce que c'est, hein, c'est-à-dire les chutes d'eau, les machines, les usines énormes, la sidérurgie. Enfin, vous voyez ce genre de grosses boutiques. Et donc là, on a des investissements absolument monstrueux et qui vont durer pendant des décennies, on peut dire. Et donc, il n'est pas... et on est sur une vision de l'entreprise qui va, bon, voilà, qui est durable. Et là, le problème qu'ont les comptables, c'est de se dire, bon, bah, si je mets... Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que s'il ne reste plus rien dans les bilans, ça veut dire que tout ce qui a été dépensé a été passé en charge à un moment donné, c'est-à-dire a réduit les profits. C'est-à-dire au lieu d'être... Parce que ce qui est dans les bilans, c'est ce qui n'est pas passé encore dans les profits. Enfin, ce qui n'a pas été encore déduit, disons, des profits. Donc quand vous avez un bilan hyper pessimiste où il y a très peu de choses, ça veut dire que toutes les dépenses qui ont été faites ont déjà réduit les profits. D'accord ? Bon, donc c'est sûr que quand vous montez une usine sidérurgique, l'investissement est tellement monstrueux que si vous passez tout dans les profits, alors que ça va durer pendant 20 ou 30 ans, c'est quand même un problème. Voilà. Et quand vous avez des petits investissements, vous êtes dans un capitalisme marchand, c'est pas très gênant. Voilà. Vous voyez un peu, c'est ça. Bref. Et donc là, on commence à avoir des réflexions. Donc, c'est les comptabilités les plus compliquées à tenir, c'est les comptabilités dynamiques. On commence à avoir des réflexions pour étaler les investissements. Donc, on va étaler les investissements sur plusieurs années. Et on va pouvoir prendre en compte, puisque comme la logique, c'est je fais des investissements et puis je vais les étaler sur plusieurs années. On peut mettre là-dedans un peu n'importe quoi. Par exemple, on peut mettre, ce qui a disparu maintenant des comptabilités, des coûts d'établissement. Hein, autrefois, on mettait des coûts d'établissement, les coûts de création de l'entreprise. On les dépense qu'une fois. Il n'y a pas de droit de propriété, il n'y a rien de tout ça. Pourtant, moi, quand j'ai fait mes études il y a pas mal d'années, on me disait coût d'établissement, ça s'étale sur 5 ans. Bon, maintenant, ça, c'est plus du tout possible. On peut mettre des investissements qu'on appellerait immatériels aujourd'hui, juste pour la joie de les étaler en se disant, ben, on fait ça pour plusieurs années, donc c'est logique, etc. Bref. Donc, quand on fait ça, on a une vision qui est très différente. On a une entreprise qui est durable. Et puis surtout, pourquoi on étale ces investissements sur plusieurs années ? C'est parce qu'on essaye de calculer un coût de revient. En fait, c'est ça qu'on fait. On calcule le coût de revient de ce qu'on va vendre. Et l'idée principale, c'est qu'on va faire des profits sur la vente de ces choses. Et donc, on essaye de calculer des coûts de revient qui permettent de calculer correctement les choses. Et donc, on a une vision de l'entreprise comme étant l'endroit où on produit et on vend des marchandises. OK ? Voilà. Donc, c'est une certaine vision. Vous me direz, vous pensiez peut-être qu'il y avait que celle-là qui existait. Eh bien non, puisqu'il y a la première qui fait faillite toutes les 5 minutes et avec des gens qui veulent se refaire sur la bête. La deuxième, vous avez vu, c'est... Et puis la dernière, c'est celle qui est racontée dans l'article sur les IFRS, c'est le grand retour du bilan statique, si ce n'est que cette fois, alors il y a des choses qui sont propres au bilan statique, c'est-à-dire qu'on va mettre que des choses sur lesquelles il y a des droits de propriété, déjà. Parce que dans le bilan dynamique, on mettait des choses sur lesquelles il n'y avait pas de droit de propriété, mais juste des trucs qu'on voulait étaler sur plusieurs années, quoi. Là, on n'est plus que des choses qu'on peut vendre. Donc ça, c'est... Mais on n'est pas sur la valorisation des choses qu'on peut vendre. D'abord, on va mettre des choses, on va mettre plus d'immatériel. Hein, donc, si on peut vendre, par exemple, une marque, si on ne veut pas vendre une marque, on va essayer de mettre les marques. Hein. Donc, les entreprises, par exemple, petit à petit, se sont mises à vendre des marques. Au début du siècle, par exemple, on ne pouvait pas vendre une marque si on ne vendait pas l'outil de production avec. Hein. Et vous achetiez Peugeot, il fallait acheter l'usine avec. Puis après, un jour, on a pu acheter Peugeot d'un côté, puis faire des
des moulins à poivre, par exemple. C'est la même entreprise qui le fait en l'occurrence, mais des moulins à poivre, où je pourrais acheter Peugeot pour faire, je ne sais pas quoi, des fauteuils. Un fauteuil Peugeot. Moi, j'avais envie de la marque Peugeot, j'achète Peugeot, la marque, et puis je n'achète pas l'usine qu'elle est avec. Voilà. Ça, c'est un travail. Bref, passons. Excusez-moi, je suis... Bref, donc je reviens sur notre bilan aujourd'hui. L'idée, là, est... et le regard, c'est pas du tout le regard de l'entreprise à la casse. L'entreprise à la casse, c'est je prends la machine, ça vaut combien aujourd'hui si je le revends, je prends la valeur de marché aujourd'hui. Pas de valeur de marché, je jette. C'est zéro, c'est pas dans le bilan. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on considère que l'entreprise ne ferme pas, ou en tout cas, les activités ne ferment pas. Et on peut vendre des bouts d'entreprise, mais comme on vend en fait des petites unités génératrices de profit. En fait, c'est ça qu'on met dans le bilan, des unités génératrices de profit. Et donc, on va avoir, je ne sais pas, telle activité économique, on va appeler une activité génératrice de trésorerie, dont on pense que ça va apporter des choses, et donc on va valoriser ça. Donc, on construit une entreprise qui est vue comme un portefeuille d'activités combinables par des achats et des ventes sur des marchés d'entreprise. Voilà. Donc, c'est encore une autre vision. Donc, l'entreprise est combinable, et donc elle n'est pas durable non plus, mais elle n'est pas durable comme un tout. Mais les activités perdurent. Enfin, voilà. Bref, donc vous voyez trois visions qui sont très différentes de la firme et qu'on peut lier en fait en faisant un tout petit peu de stretching sur l'histoire, parce qu'on peut les lier aussi à des moments du capitalisme industriel. Le bilan statique actuariel, c'est le capitalisme financiarisé d'aujourd'hui qui porte ça. C'est ce qu'il y a derrière les IFRS. Voilà. Alors, donc, et puis alors, le point qui est très important, c'est que quand vous gérez vous êtes ou propriétaire ou manager de ces entreprises, la façon dont vous faites le profit n'a absolument rien à voir. Parce que quand vous êtes une entreprise qui a un bilan statique actuariel, on le verra tout à l'heure, pardon, les techniques pour faire du profit ne sont pas les mêmes que quand on est dans une entreprise industrielle. L'entreprise industrielle, il faut qu'elle vende plus cher que ce qu'elle produit. Avec le bilan statique actuariel, il faut s'assurer que certaines activités gagnent en désirabilité pour pouvoir les revendre. Voilà. Voilà. Alors, ça a aussi un effet très important sur le calcul du profit. Puisque, comme je vous le disais, bilan et compte de résultat sont deux états de synthèse qui sont encastrés l'un dans l'autre. Normalement, le compte de résultat explique la différence entre deux bilans de richesse entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et donc, selon ce que vous mettez dans les bilans, d'accord, eh bien, vous n'avez pas les mêmes choses dans les profits. Donc, vous voyez où là, on devient fou, quoi, en fait. En gros, c'est-à-dire, vous avez compris, le profit n'existe pas, le patrimoine n'existe pas. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, selon les normes comptables, les entreprises qui perdent de l'argent, puis on change les normes comptables, elles en gagnent. Voilà, c'est ça la beauté de la chose. Et donc, quand on prend ces trois types de bilans, on s'aperçoit que le moment où on montre le profit n'est pas le même dans le cycle d'investissement. Alors, si je vais prendre la logique, c'est j'investis, disons, pour 10 ans, et ces investissements vont me rapporter pendant 10 ans. Quand on est en bilan statique de liquidation, le premier, j'investis, tout passe en charge, j'ai des pertes monstrueuses que je vais donc éponger pendant un certain nombre d'années, et au bout des 10 ans, peut-être les 2 ou 3 premières années, je vais avoir des profits. D'accord ? Donc, si vous êtes un actionnaire minoritaire qui veut des rendements, vous n'aimez pas trop cette comptabilité parce que vous allez devoir attendre 10 ans avant d'avoir de l'argent. Si vous êtes le propriétaire, que vous n'avez pas une famille embêtante qui veut vivre sur la bête, vous préférez avoir ce type de comptabilité parce que l'entreprise, elle ne génère pas de profit, vous ne payez pas d'impôts parce que les impôts sont sur les profits.
Donc c'est tranquille. Finalement, ça dépend, si vous voulez, de quand est-ce que vous voulez montrer l'argent, sortir l'argent en fait. Voilà. Quand vous êtes en bilan dynamique, le profit il est étalé tout le long de la durée de vie de l'investissement. Et quand vous êtes en bilan actuariel, le profit il est mis en évidence au début. Ça, c'est génial pour les financiers, puisqu'en fait, vous avez un truc, ça n'a pas commencé à produire, ça n'a pas commencé à vendre, mais on voit tout le potentiel et on vend le potentiel. C'est génial, donc vous mettez de l'argent. Donc c'est pour ça, c'est très important ces histoires. Si vous prenez par exemple le monde des startups ou des biotech, etc., eh bien, en fait, qu'est-ce qu'elles font les startups, etc., les biotech? Elles construisent une innovation technique, elles mettent un brevet, puis elles disent, oh là là, cette molécule, ouais, j'anticipe un marché de plusieurs millions de consommateurs à raison de temps, etc. Donc cette molécule vaut le marché potentiel, voyez, des 15 prochaines années. Et donc ensuite, les start-upers, ils vont voir les gros industriels. Ils leur disent, ben, nous, on n'a pas les outils de production, donc achetez-nous notre brevet, mais vous ne nous l'achetez pas au prix de production, c'est-à-dire peut-être quelques centaines de personnes qui ont travaillé dessus, vous nous l'achetez au niveau du marché et de tous les profits qui vont être faits dans le futur. Voilà. Donc, ça permet de sortir les profits avant même, finalement, au tout début. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on est sur des... Donc, le bilan statique actuariel, il est très favorable, par exemple, aux startups, très favorable aux financiers qui investissent sur les startups qui veulent sortir, par exemple. Voilà. Il est très... bref. Voilà. OK. Alors, donc... Toujours dans les mêmes histoires, donc on a dit le calcul des profits, on a dit l'image de l'entreprise, mais moi je peux vous dire aussi, mais les profits de qui? Parce que là j'ai fait comme si on était en régime capitaliste, mais évidemment la comptabilité en partie double, elle existe dans d'autres régimes. Et en fait, la ligne bleue des Vosges ou la bottom line, le résultat qui arrive en bas, là, qui est le profit, eh bien c'est pas les profits. Ce n'est pas la même définition selon les régimes. Donc ça, c'est toujours les travaux de Jacques Richard qui met en évidence, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme dépense dans un compte de résultat américain, donc comprendre capitaliste, qu'est-ce qu'il y a dans un compte de résultat soviétique, donc comprendre communiste, qu'est-ce qu'il y a dans un compte de résultat yougoslave, comprendre autogestionnaire. Okay, donc vous avez 3 régimes économiques. Et là, ce sont juste des listes de dépenses qu'on met. Donc, il y a toujours des ventes. Et ensuite, pour calculer les profits, c'est chiffre d'affaires moins des charges, moins des dépenses, pour parler simplement. Donc, vous voyez, dans le compte de résultat, on encaisse les revenus des ventes et on enlève les coûts des matières premières ou des composants, les achats de services, hein, la main-d'œuvre. L'amortissement, c'est la fameuse façon d'étaler les dépenses d'investissement. Les intérêts, c'est ce qu'on paye à notre banquier. Et puis l'impôt, c'est ce qu'on paye à l'État. Et il reste le résultat. Dans le compte de résultat soviétique, il manque 2 charges. Vous voyez, il manque les charges d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'on paye à la banque, et il manque les charges d'impôt, ce qu'on paye à l'État. Okay. Si vous regardez le compte de résultat autogestionnaire, par rapport au compte de résultat capitaliste américain, il manque les charges de personnel. En fait, à chaque fois, il y a un calcul de profit, mais vous voyez, le contenu du profit, contenu du résultat n'est pas le même. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont les profits de l'acteur dominant, de l'acteur qui a le pouvoir, on pourrait dire du propriétaire si on veut garder nos lunettes capitalisme, mais bon, voilà. Donc, dans le compte de résultat américain, le profit, c'est le résultat de l'actionnaire, c'est-à-dire qu'est-ce le résultat résiduel. On paye tous les autres, absolument tous les autres, les banques, les prêteurs, les salariés, les fournisseurs, l'État. Qu'est-ce qui reste à la fin? Ah, ça, c'est pour l'actionnaire, et donc c'est le conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires qui décide ensuite ce qu'on fait de cet argent, mais c'est l'argent de l'actionnaire qui est la bottom line dans le régime capitaliste. C'est elle qu'on maximise. C'est pas pour ça que la comptabilité, ce que je disais souvent à mes étudiants à HEC, le cours de comptabilité, c'est la première leçon de capitalisme, puisqu'en fait, on vous dit, la compta, faites comme ça, vous verrez débit crédit. Et en fait, on leur apprend par la technique
disant finalement, la ligne bleue des Vosges, la finalité, c'est de maximiser un chiffre, ça s'appelle le profit, mais il se trouve que c'est le profit de l'actionnaire. En régime soviétique, ce qui est maximisé, en fait, c'est le résultat de l'État à maximiser. Puisqu'en fait, dans ces mondes-là, la banque, c'est l'État, le propriétaire, c'est l'État. D'ailleurs, il n'y a pas de... Quand ils ont transitionné vers des régimes capitalistes, ces pays-là, les comptables avaient beaucoup de mal à comprendre, par exemple, la différence entre pourquoi il y avait des lignes comptables qu'on appelait des intérêts, pourquoi il y avait des lignes comptables qu'on appelait des impôts. Mais c'est quoi? Mais de toute façon, tout ça va à l'officine d'à côté, là, voilà, puisqu'en fait, tout était l'État. Le régime yougoslave, c'est le résultat des salariés qui restent. Hein, d'accord? Et ensuite, donc, il y a un profit général et qui est distribué, c'est le résultat du travail qui reste à la fin. OK? Voilà. Donc ça, c'est des... Alors, ensuite... bref, donc juste pour vous dire voilà, que comment on construit l'entité de qui, pourquoi, les finaliser comment. Bon. Voilà, on parlait de la finalisation du système capitaliste. Donc, néanmoins, quelle que soit la façon dont on finalise, alors j'ai mis capitaliste pour dire un système économique, à partir du moment où on a un chiffre abstrait, qui est un montant en monnaie qui est produit, on dit il faut maximiser ça. Ça n'a aucun, je sais pas comment dire, il n'y a aucun lien avec une forme de satiété en fait. Maximiser une bottom line, il n'y a pas le lien avec un principe de satiété. Donc on peut maximiser tant qu'on veut, quoi. C'est juste un plaisir intellectuel. C'est pas la même chose que si on dit je veux manger un maximum de nourriture. Voilà, si on maximise de façon matérielle les choses, il y a une satiété qui s'installe, évidemment. Ça, j'aurais dû le mettre plus tôt dans les encastrements. Voilà. Ça fabrique l'équipement cognitif des acteurs de l'économie, évidemment, selon... Et enfin, ça donne des outils pour discipliner et gouverner le monde, puisque après, dans les entreprises ou dans les administrations et sociétés d'État, la comptabilité va organiser en partie le travail et donner des... Bon. Alors, encore les joies des conventions comptables, on peut se dire, OK, là, on est sur 2 comptes de résultats capitalistes. Le profit, c'est le profit de l'actionnaire. Mais là, maintenant, on va rentrer dans les catégories. Hein, je vous parlais de système de classification, les catégories qui sont montrées. Et donc, en fait, là, vous avez le même chiffre d'affaires, la même première ligne. Vous avez la même dernière ligne qui est le profit. Vous avez aussi 2 lignes qui sont les mêmes, les frais financiers et les impôts. Mais, vous voyez, les lignes d'avant, elles sont très différentes. Du côté des comptes de résultats par nature, on a les ventes moins les consommations de biens et services achetés, donc tout ce qu'on a acheté, puis les frais de personnel, puis les amortissements, c'est-à-dire l'étalement des investissements. Dans un compte de résultat par fonction, on a le coût de production des produits vendus. Dans un coût de production des produits vendus, il y a un peu d'achat, un peu de personnel, un peu d'amortissement. On a des coûts de distribution, un peu d'achat, un peu de personnel, un peu d'investissement. Et puis des coûts d'administration, un peu d'achat, les crayons, les papiers, un peu de personnel, les comptables, un peu d'investissement, les ordinateurs. Voilà, vous voyez. Et coûts R&D, rebelote. On est sur 2... Vous voyez, quand on parlait d'équipement cognitif tout à l'heure, vous êtes dans un cas... Alors, en fait, en gros, je vous explique. Les comptes de résultats par nature, c'était les comptes de résultats qu'on avait, nous, en France, en Allemagne aussi, je crois. Et les comptes de résultats par fonction, c'est les typiques cas des comptes américains. Et vous voyez que dans le compte de résultats par nature, chacune des parties prenantes ou des interlocuteurs de la société sont présents dans le compte de résultats. Les clients, ils ont leur ligne, chiffre d'affaires. Disons, les fournisseurs, ils ont leur ligne qui s'appelle les achats, consommation de biens et services achetés. Les salariés ont leur ligne. Voilà.
les banquiers ont leur ligne avec les financiers, et l'État a sa ligne. Voilà. Tandis que quand vous allez du côté américain, les comptes de résultats par fonction, en fait, les salariés n'ont plus de ligne, vous avez remarqué, les fournisseurs n'ont plus de ligne. Donc, il reste les banquiers et l'État qui ont des lignes. Et au milieu, on a en fait des calculs de coûts. Et donc, c'est vraiment une vision très managériale. Donc, on a des services de l'entreprise, l'endroit où on produit, donc les usines, les services de distribution, les ventes, les camions, etc. Et puis, les services de R&D. Donc, on a une vision managériale par équipe ou par fonction d'entreprise. Voilà. Donc, vous voyez, selon... Et en fait, pour un manager, c'est... Comment dire ? En fait, ce qui se passe, c'est que les managers, ils sont à l'intérieur de l'entreprise. Donc, eux, souvent, ils ont autre chose derrière. Mais quand vous êtes délégué du personnel, on va le dire comme ça, vous êtes délégué du personnel, vous n'avez pas forcément tous les comptes, vous préférez avoir les comptes par nature, on est d'accord ? Vous préférez connaître la ligne du personnel. Tandis que quand vous êtes dans le mode américain, pour avoir la ligne du personnel, il faut faire du lobbying, par exemple, pour avoir des choses. Pareil si vous êtes fournisseur. Donc, par nature, on est sur un capitalisme qui est beaucoup plus relationnel, qui est beaucoup plus en lien avec les débats, avec les relations extérieures, l'entreprise et ses parties prenantes, comme on dirait. Tandis que le compte de résultat par fonction, c'est vraiment le management, le capital. Management, les banquiers, et puis éventuellement l'État, parce qu'il n'est pas très loin. Mais voilà. Et si je termine sur cette histoire, donc du coup, on est sur un capitalisme plus partenarial. Vous voyez, rien qu'en regardant quelle est la compta qui est obligatoire, parce que c'est ça dont on parle dans les pays, en France, par exemple. Et aussi, il se trouve que cette comptabilité par nature, c'est celle qui permet de bien se connecter à la comptabilité nationale, parce qu'en fait, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, ça vous dit quelque chose peut-être. La valeur ajoutée, c'est jamais que la différence entre les deux premières lignes. Chiffre d'affaires moins la consommation. C'est ça la valeur ajoutée. La somme des valeurs ajoutées, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Donc faire une comptabilité par nature, comme on l'a imposé en France en 82, c'était en fait une comptabilité pour les besoins de la planification et de la comptabilité nationale, etc. Donc, ce qui montre aussi une forme de capitalisme où l'État est très présent, où les besoins d'information de politique macroéconomique sont tellement présents qu'elles vont s'imposer aux entreprises. J'arrive au bout, donc il faut que j'aille plus vite. Alors, hop, je vais sauter. J'essaye d'aller plus vite. Ça va. Ouais. Bon, alors deuxième. Donc là, on a vu dans tout ce que fait la comptabilité, comment elle fabrique le monde, etc. Donc là, maintenant, le point 2, c'est comment la comptabilité a servi d'inspiration pour l'économie théorique. Bon, là, il y avait en partie l'article sur Marx qui était lié à ça, mais en gros, tous les concepts de la théorie économique, coût, capital, investissement, revenu, profit, ce n'est pas les économistes qui les ont inventés, c'est les mercators, ce sont les marchands et leurs comptables qui ont inventé tout ça. On est bien d'accord. Ils ont aussi les mêmes métaphores, parce que la comptabilité, c'est une métaphore de circuit économique. La pensée économique, elle fonctionne avec ça. Donc, on peut dire, il y a une époque où j'ai jamais fait ce projet, je disais, il faudrait faire une histoire de la pensée économique à travers le rôle des catégories comptables. Donc, la comptabilité étant le cadavre dans le placard de la théorie économique, parce que la théorie économique, elle est censément détachée de ses basses contingences matérielles. Mais en fait, on s'aperçoit que les économistes, surtout les économistes classiques, etc., pensaient sans arrêt à partir des catégories indigènes et parfois faisaient évoluer leurs concepts en fonction de ça, etc. Bon. Alors, l'exemple que vous avez lu, c'est celui de Marx, sur Marx, où un des arguments du papier, c'est que Marx a construit en partie sa théorie du capitalisme à partir d'un aller-retour en fait entre les catégories de l'économie politique et les comptabilités les plus modernes de son temps, qui étaient la comptabilité en partie double des usines de Manchester. Et donc quand on lit Marx, il a une définition du capital qui est extrêmement sophistiquée.
Donc, puisqu'il oppose, enfin, donc dans le chapitre 4 du livre 1, il construit sa définition du capital en disant le capital, ben c'est ça, je mets tout argent qui, dans son mouvement, décrit ce dernier cercle, c'est-à-dire argent, marchandise, argent, et se transforme en capital, devient capital et par destination capital. Bon, voilà, donc de l'argent qui est investi, en gros, dans des entreprises pour faire plus d'argent. Voilà. Et l'autre, j'ai pas le temps de faire un cours de marxisme de passe, mais bon, l'autre point qui est clé dans la définition de Marx, c'est qu'en fait, il y a le capital, c'est comment dire, la réalité du capital, c'est que cet argent qui est investi dans la circulation du capital, il peut être investi dans des travailleurs, capital variable, il peut être investi dans des marchandises, il peut être investi dans des machines. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait, cet argent, il n'est que temporairement là-dedans, parce qu'à un moment donné, ça fabrique une marchandise qui retourne sur le marché et c'est reconverti en argent. Donc il y a une sorte d'équivalent argent de tout ce qui est dedans et les choses circulent en permanence, changent en permanence. Et donc ça, c'est une définition qui est quand même très, très sophistiquée à l'époque. Et qui est dual en fait, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, et qui s'explique très facilement quand on regarde les pratiques comptables de cette époque, où on a l'abstraction de cet argent qui est investi dans l'économie, mais qui peut prendre la forme d'un ballon de coton, d'un tissu ou d'un métier à tisser, ce que vous voulez. Donc tout ça, mais en fait, quand le regard du capital, c'est qu'il ne voit que de l'argent quand il regarde ces choses-là, d'accord ? Mais ça, en comptabilité, on le voit toujours au passif du bilan. Et c'est aussi au passif qu'on voit l'accumulation, donc le A qui s'augmente, donc le A plus le delta de A. Et à l'actif, on voit la réalité matérielle à un instant T de ce dans quoi l'argent est investi. Voilà. Et donc, un des propos de cet article, c'est de dire, même Marx, certainement, il n'a pas pu inventer ça tout seul, parce que c'est très compliqué de penser les deux choses en même temps. Et mais le cadrage comptable, c'est de la vision comptable de la firme, a dû l'aider. Alors, s'en suit une petite enquête que vous avez lue, voilà, dans la correspondance de Marx et Engels, etc. Et Marx posant des questions, se posant des tas de questions très compliquées sur l'amortissement, etc., pour arriver à sécuriser tout ça. Et puis à la fin, ça c'est mon hypothèse, et à la fin, effaçant cette source surtout, parce que le but à la fin, c'est quand même que de critiquer les concepts de l'économie politique, et pas de dire ah mais la pensée bourgeoise, c'est-à-dire les techniques bourgeoises de la comptabilité m'a permis de... Voilà. Bref, ça c'est la petite histoire du papier, mais voilà. Donc cette idée, c'est que en fait, les cadres comptables, les pratiques, les raisonnements économiques équipés comptablement des entreprises, alimentent, en fait, nourrit la réflexion économique, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, parce que au moins, c'est pas hors sol, etc. Bon, il y aurait d'autres histoires à raconter, mais c'est une que vous avez lue, donc voilà. Et puis, dernier point, le mouvement inverse, en quelque sorte, puisque ce n'est pas la comptabilité qui inspire la théorie économique, mais c'est la théorie économique qui va inspirer la comptabilité. Donc voilà, on va regarder que ces deux paquets-là. Donc, on peut dire qu'en gros, il y a deux grands moments historiques dans ces rapports entre la théorie économique et la comptabilité. Il y a le moment de l'économie classique, où on a des pratiques comptables qui vont nourrir la réflexion de l'économiste. On a des pratiques comptables qui commencent déjà, il commence à y avoir des manuels, il commence à y avoir des théories comptables, etc. Mais c'est vraiment très orienté vers la pratique. Et puis, on va avoir, à partir des années 30, parce que dans les années 30, il se passe un truc important qui s'appelle la crise 29, et c'est le début de la normalisation comptable. Il y a création de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, et l'idée qu'il va falloir quand même
structurer et normer les comptes des entreprises. Et à partir des années 30, les États, alors plus ou moins rapidement, vont commencer à dire qu'il faut qu'on encadre absolument la façon dont les entreprises rendent les comptes. Puis on les comprend aussi parce que les entreprises, elles faisaient n'importe quoi. C'est-à-dire une année, on ne montrait pas l'argent parce que ça nous arrangeait. Comme ça, on gardait tout l'argent, on ne donnait pas aux actionnaires minoritaires, etc. Et puis l'année d'après, on allait chercher un prêt. Et puis tout d'un coup, on avait plein de profits. Donc c'était un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc il commence à se dire il faut fabriquer des comptes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment on se met d'accord sur une convention qui va être légale? Donc au début, ce que vont faire les premiers normalisateurs, ils vont faire des listes, des catalogues en disant on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Puis il y a une théorie comptable qui va se créer en disant quand on fait ça, quels sont les effets sur les comptes? Quand vous voyez tout ce travail analytique, c'est une classification, c'était la taxonomie comptable, des pratiques comptables. Bon, et une fois qu'ils ont fait toute leur taxonomie, il y avait deux solutions pour le faire. Soit ils mettaient tous les comptables et les entreprises autour de la table en disant moi, qu'est-ce que vous préférez faire? Voilà. Sur ce sujet-là, voilà toutes les possibles. Vous vous mettez d'accord. Ça c'est le nom d'ailleurs qu'ont les normes comptables dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, on appelle ça des GAAP, des Generally Accepted Accounting Principles, c'est-à-dire consensus de place. Bref, donc au début, on fait comme ça. Mais petit à petit, on se dit, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas avoir des façons de tenir, disons, le chiffre d'affaires qui n'ont rien à voir avec les façons de comptabiliser les achats, par exemple. Donc, les gens se disent c'est quand même pas très cohérent, il faut quand même qu'on ait des pratiques cohérentes. Et comment on va créer de la cohérence? L'idée, ça va être de se dire on va créer une cohérence en essayant d'avoir une idée des concepts économiques que la comptabilité va mesurer. Donc ça, c'est un mouvement qui est très intéressant. C'est-à-dire, au lieu de faire en fait du cumul de pratiques, de la mise en récit, de la standardisation depuis le bas des pratiques, on se met d'accord sur des bonnes pratiques professionnelles, on commence à avoir une version déductive de la pratique comptable en disant dorénavant, le profit, ça sera ça. Et l'entreprise, on doit mesurer ça. Vous débrouillez comme vous voulez, mais il faudra mesurer ça à la fin. Donc une pratique très déductive des choses. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est le tout début de la recherche en comptabilité. Aux États-Unis, la comptabilité devient une discipline académique avec des professeurs à l'université, des thèses en comptabilité. Ça dispute beaucoup à l'intérieur de l'université, comment il faudrait faire, etc. Bon, tout ça, ça reste des travaux très pointus dans un petit monde. Et puis, la comptabilité avance, de crise en crise. Donc, il y a régulièrement des crises financières, régulièrement des crises de manipulation des comptes, régulièrement des inquiétudes sur mais est-ce que les comptes sont justes? Et donc, en 1973, la profession comptable qui est en charge d'établir ces normes comptables se dit il faut absolument qu'on solidifie nos comptes et on va utiliser donc des cadres conceptuels. Voilà. Donc, c'est l'arrivée dans la norme, dans la fabrication du droit, de la notion de cadre conceptuel. Et à partir de là, tous les travaux de dialogue entre la théorie économique de l'époque et la comptabilité qui restait des travaux sur étagère vont entrer dans la normalisation comptable. Et c'est comme ça qu'on voit arriver donc la fair value, donc, ce qui était dans l'article sur les IFRS. Et cette chose horrible que vous voyez là, ça c'est la définition du capital selon Irving Fisher, travail de 1902, qui a été ensuite retravaillé, etc. Donc voilà, le capital est égal à la somme actualisée des cash flows futurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que le capital? Le capital est fabriqué par les revenus futurs. Et donc, bref, les conséquences de ça ont été adaptées, mais ce que va faire le cadre conceptuel, ça va être de permettre l'arrivée de ce genre d'idées-là dans la comptabilité, et qui vont faire que le calcul du profit
c'est encore pire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on sort le profit au début du cycle d'investissement. C'est encore pire parce que si vous regardez le profit, c'est la différence entre deux sommes comme ça, et le profit à un instant T, si vous regardez la différence entre K1 et K0, c'est certes le cash flow, CF cash flow, c'est-à-dire l'excédent de trésorerie de la période qui vient de s'écouler, mais c'est aussi tous les écarts d'anticipation sur le futur. Tous les autres cash flows, c'est-à-dire, il vient de se passer une saison, on a eu toutes les autres anticipations. Donc il suffit, je ne sais pas quoi, que le Covid arrive, par exemple, le Covid arrive, les anticipations sur le futur s'effondrent, hop, eh bien, tout d'un coup, on a une perte, tout simplement parce qu'on n'anticipe plus la même chose. Vous voyez, on est quand même sur ce genre de délire-là, pardon de dire ça. Donc, qui sont des délires, c'est des conceptions économiques, mais qui sont passées, notamment via les IFRS, dans certaines comptabilités. Et voilà. Et c'est la fin. J'espère que vous avez réussi à suivre toutes ces techniques, mais j'ai essayé de rendre ça captivant. Je ne sais pas si ça l'était, mais en tout cas, c'était l'objectif. Ça l'était. Et je pense que ça ouvre beaucoup d'horizons, je pense, pour beaucoup de non-spécialistes. Et donc, c'est le moment de poser des questions, et donc tant sur ce qui vient d'être dit que sur les textes, si vous voulez y revenir. Mais voilà, tout est ouvert. N'ayez pas peur de poser des questions, je pense, même de clarification. La réponse sera là. Ça, je ne peux pas passer mon... Allez, lancez-vous. Il y a des choses qui se croisent avec ce que vous avez écrit, donc n'hésitez pas à le redire. Hein. Elle est prête. Alors, vas-y. Il a été question à plusieurs reprises c'est une question d'historienne, de moments historiques correspondant à ces cadrages différents. Donc, et il me semble que dans le moment historique, donc il y avait le 19e siècle, finalement une forme de naissance de certaines formes capitalistes au 19e siècle, et puis les années 30, et puis la financiarisation fin du 20e siècle. Alors voilà, est-ce qu'on peut remonter plus en amont dans cette histoire 18e, voire Jacques Le Goff, la naissance d'outils du capitalisme, du marchand. Et sinon, est-ce que ces moments finalement correspondent véritablement à... Est-ce qu'il y a d'autres types d'historicisation qu'on peut faire selon les cadrages que l'on... la manière dont on raconte ces histoires, ou quand même ce sont des scansions qui sont particulièrement importantes ici. Voilà. Non, mais là, j'ai fait des scansions. En fait, ce que je pense, c'est que ça va dépendre des pays. En fait, j'ai essayé de donner quelques grands repères. Le repère des années 30, c'est le début de la normalisation. Enfin, bon. Ça dépend encore une fois des pays, mais on peut essayer d'historiciser la partie double, par exemple, qui est encore une autre histoire. Hein, c'est-à-dire la partie double. Souvent, on dit toujours comptabilité et capitaliste, c'est comptabilité en partie double et capitaliste, c'est la forme et le fond. Enfin, c'est la controverse de Sombart que vous avez aussi lue. Voilà. Donc là, maintenant, je pense que les historiens sont passés par là et nous ont quand même bien montré que c'est la généralisation de la partie double, c'est vraiment la fin du 19e. Et qu'en fait, on a de très grandes entreprises, systèmes économiques qui n'ont pas du tout besoin, par exemple, de ce bilan, de ce compte de résultat dont on
parle, ni pour gérer leurs affaires jusqu'à assez tardivement, en fait. Voilà. Donc oui, alors on peut faire on peut remonter comme ça. Et ensuite, ce que je disais, c'est vraiment pour me caler sur bilan statique, c'est plutôt le 19e, bilan dynamique, c'est plutôt 20e, mais le 19e, c'est pas du tout une période où les pratiques comptables sont unifiées, parce que justement, il n'y a pas de normalisation, en fait. Donc, selon les secteurs d'activité, on va avoir des activités, des modes de calcul qui n'ont rien à voir, et on peut même dire à l'intérieur, pour la même entreprise, à 2 ans d'écart, on ne va pas avoir les mêmes modes de calcul. Donc là, ça devient extrêmement compliqué. Les historiens, c'est pour ça que les historiens travaillent souvent sur des procès, en fait, des procès comptables, pour essayer de voir, en fait, s'il y a un endroit où se fabrique la norme, parce que, voilà, en se disant c'est peut-être plutôt dans les tribunaux qu'on va aller la chercher. Moi, ça me... Voilà. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que les sources comptables sont certainement des sources qui, dans l'histoire de l'économie, sont omniprésentes, en fait, puisque c'est des documents que les entreprises gardaient. Et donc, souvent, dans l'histoire des entreprises, on trouve beaucoup, beaucoup de comptes, et que, en général, le rapport de l'historien, je change un peu de sujet, mais de l'historien à ses sources, c'est un rapport qui va chercher, par exemple, à faire des quantités. On va essayer de mettre en série des quantités, hein, pour essayer de faire des statistiques sur ce qui est sorti. Et souvent, l'historien ne travaille pas assez sur les représentations de l'entité qui sont fabriquées par ses comptes. Et pas, parce qu'en fait, il a un rapport peut-être un peu... voilà, il prend pour argent comptant, pour le dire, hein, les chiffres qui sont faits. Donc moi, je suis souvent extrêmement dubitative sur les travaux, comment dire, qui visent à mettre en série des chiffres trouvés dans des comptes, par exemple. Justement parce que c'est pas du tout, les chiffres sont pas normalisés, donc les entrepreneurs font ce qu'ils veulent, en fait. Donc, en revanche, voilà, c'est très intéressant de voir ce qui est montré, en fait. Moi, je trouve que c'est ce sur quoi il faudrait travailler. Qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui n'est pas montré. Voilà. Ça y est, vous êtes chaude. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question autour de l'économie de la santé et de la comptabilité de la santé. Vous avez dit que du coup, l'État ne faisait pas de bilan comptable comme une entreprise. Et du coup, là, j'ai une question autour du service. Du coup, il y a un moment, on a quand même une économie de la santé qui a beaucoup bougé sur les 30 dernières années, avec quand même des normes comptables qui se sont invitées dans le service public. Et donc, du coup, comment on fait s'il n'y a pas de bilan comptable de l'État avec un budget qui reste public, notamment sur l'hôpital public? Comment on fait pour calculer ces dépenses de santé et est-ce que c'est vraiment... Enfin, bon. Comment on fait, du coup? Désolée, c'est une question un peu... Écoutez, je ne connais pas, je ne sais pas quelle norme comptable s'applique pour les hôpitaux qui doivent être des établissements publics, je pense. Donc, je pense qu'ils ont des bilans, des comptes de résultats. Mais c'est vrai que les normes... en fait, comment dire, il y a des formes comptables, en fait. Il y a des formes comptables qui fabriquent des chiffres. D'accord ? Donc ça, c'est sûr. Donc on suit des choses. La question, c'est est-ce qu'on suit, par exemple, des choses assez simples. Quand je vous ai expliqué, par exemple, il n'y avait pas de bilan de l'État. Un bilan de l'État, c'est-à-dire une vision à la fois du patrimoine et des dettes. Hein. Quand il n'y a pas de bilan de l'État, c'est qu'on a une vision de l'État qui est vraiment une vision. L'État, il est financé par l'impôt, donc le rôle du Parlement est essentiel. Chaque année, il y a le vote du budget, donc il y a une comptabilité du budget. Donc c'est une comptabilité qui existe, qui est très ancienne, pour le coup, celle-là. Donc il y a un vote du budget, donc les parlementaires votent l'impôt, on lève l'impôt et votent en même temps l'affectation de l'impôt. D'accord ? Donc ça, c'est la comptabilité historique de l'État qui a toujours fonctionné comme ça. Donc à partir du moment où on commence à se dire « Ah, mais il faut en fait produire, en plus de ceci, il faut produire une liste de ce qu'a l'État, des avoirs de l'État et une liste des dettes de l'État »,
on rentre dans une autre histoire. Donc on rentre dans justement l'histoire d'un État qui est peut-être endetté et avec des gens qui prêtent à l'État et qui se demandent est-ce que l'État est solvable. Et si l'État n'est pas solvable, on se retrouve avec les idées, mais quels sont les actifs que je pourrais vendre pour rembourser l'État, hein. Donc par exemple, ces comptabilités d'exercice, elles sont beaucoup poussées par exemple par le FMI. Ce n'est pas un hasard, parce que le FMI, qui est un grand prêteur, souhaite avoir une visibilité des actifs nationaux, par exemple. Voilà. Bon, mais c'est pas, comment dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de comptabilité d'exercice sur une activité donnée ou dans certains pays qu'il n'y a pas un suivi comptable. Voilà. Mais la nature des chiffres qu'on produit oriente la décision, oriente les préoccupations, etc., hein. Donc, par exemple, pour la santé ou plus largement pour la sécurité sociale, là, il y a la grande question du trou de la Sécu. Voilà. Le trou de la Sécu, c'est une fabrication selon des normes comptables, hein, c'est pas, alors que c'est, comment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dépenses supérieures aux recettes que l'on affecte à ces activités, mais on a décidé que c'était un problème, disons. Et on a décidé, par exemple, qu'on n'allait pas voilà, donc qu'on n'allait pas, comment dire, augmenter les recettes, par exemple, pour éponger le trou. Mais donc toute la fabrication le trou de la Sécu, toute cette théorie, c'est quand même une fabrication de choix comptables. Voilà. Donc c'est ça qu'on voit. On pourrait voir autre chose, hein. Voilà, c'est ce genre de choses qui... et donc, je pense que les hôpitaux, on doit avoir leurs dettes parce que un certain nombre sont endettés. Il y a même, voilà. Donc, il y avoir un dessus. Mais je ne connais pas en fait la comptabilité des hôpitaux. J'ai un étudiant qui s'appelle Ilias. Je ne sais plus mon étudiant, un de mes thésards qui s'appelle Ilias Nagy, qui a fait une thèse sur ce qu'il appelle le retournement des retraites dans les années 80. Donc, c'est pas la maladie, assurance maladie, mais c'est l'assurance retraite. En fait, en 83, c'est la dernière réforme progressiste des retraites, puisque la retraite à 60 ans, etc. Et puis 93, c'est la première réforme qui commence à dégrader les choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre 83 et 93 ? Donc, il se passe un certain nombre de choses, mais une des choses qu'il a suivies, c'est justement les débats autour de la façon dont on orientait les flux économiques et aussi qui fabriquent ou pas des mises en visibilité, qui fabriquent ou pas des mutualisations de risques, etc. Donc c'est une des choses qu'il a suivies. Et d'ailleurs, ce qui est assez, alors ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, dans nos petits groupes, une approche par les circuits financiers, on s'aperçoit d'ailleurs que les dates, quand on raconte l'histoire de la Sécu par les dates comptables ou les dates des circuits financiers, c'est pas du tout la même histoire en fait, que l'histoire de la protection sociale qu'on raconte. Voilà. Donc. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais simplement, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'est ce que vous disiez, la financiarisation de l'économie, ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah, alors bon, il y a une littérature monstrueuse. Donc, alors classiquement, on va dire la financiarisation de l'économie, c'est, il y a plein de définitions, mais disons, je vais en prendre une, c'est le poids croissant des acteurs financiers, et notamment des gérants d'actifs, des gens qui gèrent des portefeuilles d'actifs dans le fonctionnement de l'économie. Alors, poids croissant qui va de pair avec un endettement croissant, qui va de pair avec la façon dont les entreprises accèdent à du capital, qui va de pair pour l'État avec l'augmentation de la dette de l'État, etc. Donc c'est le pouvoir de ces acteurs et associé à ces pouvoirs la part du PIB ou la part des profits
qui est en fait accaparé par les secteurs financiers versus les autres secteurs. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a différents types d'analyses. Pour les entreprises, un point qui a été très important, c'était de montrer le poids de ces acteurs dans la gouvernance des entreprises. Puisque leur influence sur les types de gestion. Donc, par exemple, le CE, l'arrivée de ces grands gérants de fonds dans la gouvernance des entreprises a incité, par exemple, à mettre en place des modèles de rémunération des patrons qui conditionnaient les rémunérations variables des patrons sur le cours de bourse, par exemple. Et donc qui faisait que les dirigeants d'entreprise avaient un intérêt financier direct, parce qu'ils étaient soit propriétaires d'actions, soit parce qu'ils avaient des stock options, à maximiser le cours de bourse. Voilà. Donc ça fait partie aussi de l'histoire de la financiarisation. Et c'est pour ça que, par exemple, une comptabilité en IFRS, qui met dans le patrimoine, en gros, des profits futurs, je ne sais pas si vous avez compris ça, elle est très utile à la finance, parce qu'elle permet, comme elle sort les profits tout de suite, elle augmente le cours de bourse de façon, disons, anticipée, et donc elle est favorable à des gens qui s'enrichissent en fonction de ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien. Mettez... Ces trois modèles, le fait de calculer par anticipation sur les profits futurs dès le début, avec l'exemple des startups, donc qui serait le dernier modèle historiquement, le fait d'étaler sur toutes les années de l'entreprise, et puis le fait d'avoir des profits qu'à la fin, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à un truc qui est... là, il vient d'y avoir un article sur Haïti, enfin, qui dénonce l'histoire de la soi-disant dette de Haïti, dès lors que Haïti, avant la Révolution française, voilà, a demandé l'indépendance de la France comme colonie, et que pour l'obtenir, il y a eu un calcul qui les a engagés à rembourser une soi-disant dette des profits perdus par les planteurs, colons. Alors, comment est-ce que... Du coup, je me suis dit, mais si le modèle s'est développé seulement... depuis un siècle et demi de cette évolution-là, comment ça se fait? Qui a eu l'idée à l'époque, sur quelle base, de faire ce calcul qui, je ne sais pas si vous êtes au courant, regardez l'article qui vient de paraître, hein, puisque tous les médias en parlent là depuis ce matin. En fait, qui a eu... comment est-ce que ça a été possible, cette affaire-là, qui s'est arrêtée très très récemment, hein? C'est-à-dire, ça fait pendant 2 siècles, ils remboursent, et donc la situation d'Haïti est en prise avec ça, et en lien avec ça, du coup, parce qu'il y avait plusieurs questions des étudiants par rapport au fait que là, ça fonctionne, US, régime soviétique, modèle autogestionnaire, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles? Et donc, y compris avec l'ethnocomptabilité chez nous, aujourd'hui, dans les démarches alternatives et tout, est-ce que tout ça peut être un peu secoué, quoi, y compris avec de nouvelles décisions politiques, que ce soit au niveau régional, national ou international? Ou est-ce qu'on dépend complètement de ces normes internationales, quoi? Enfin, Je ne sais pas comment ils ont calculé à l'époque d'Haïti, mais on n'avait pas besoin d'avoir le modèle de Irving Fisher pour calculer ce genre de choses. Bon, c'est des calculs d'indemnisation. Je ne sais pas du tout comment ils ont calculé ça. C'était bon. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans l'histoire d'Haïti, mais c'est une histoire tellement qui est très classique, c'est que, et dans l'histoire de la colonisation aussi, ou même je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'à la fin, quand on est sorti de l'esclavage, il y a eu des tas de phénomènes comme ça. C'est-à-dire qu'on est en fait sur des... C'est la question de la dette, en fait. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui a les canons, pour le dire de façon un peu brutale, quelqu'un qui a des canons et qui a la force, qui dit à quelqu'un, tu vas me devoir ça. Voilà.
Donc on a eu beaucoup ce genre de choses, par exemple avec des, je sais pas quoi, une frégate anglaise qui passe au large d'une île, qui la bombarde, voilà, puis on lui dit bon bah ok, on arrête de te bombarder, mais alors tu nous dois ça. Ok, très bien, je signe. Voilà. Donc il y a un certain nombre de dettes odieuses comme ça qui ont été fabriquées, qui n'avaient pas forcément de contrepartie ou quoi que ce soit, hein, qui étaient en fait, c'est des dettes qui sont liées voilà, qui sont soutenues par de la force en fait, et souvent de la force, en l'occurrence la force navale. Donc ça c'est, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas il y a des histoires, il y a un certain nombre d'histoires comme ça. Et la conversion en fait d'un rapport militaire en un rapport comptable qui ensuite a tous les aspects d'une dette économique qu'il faut absolument rembourser, etc. C'est un grand classique, si j'ose dire, de la pacification et de la normalisation d'une oppression qui ensuite semble « Ah, mais il faut bien rembourser la dette ». Voilà. Donc il y a pas mal d'histoires comme ça, notamment... et quand je parlais de la fin de l'esclavage, il y a eu un certain nombre d'esclaves qui ont été libérés, mais qui ont été libérés avec des dettes telles qu'en fait, ils ont été obligés, évidemment, de continuer à travailler autrement pour le même patron. Voilà. Bref. Donc ça, c'est une question en soi. C'est voilà, d'où vient la dette. On est, une convention, qu'est-ce qu'on met dans les comptes? Et voilà. Et l'autre question sur les alternatives, ben évidemment, elle est centrale. Alors, il y a une énorme... comment dire? Vu la centralité des modèles comptables, il y a autant de, comment dire, de pensées réformistes comptables que vous pouvez imaginer. Donc, bon, en ce moment, il y a plein de propositions pour améliorer la comptabilité officielle, hein, la comptabilité officielle pour mettre en place, je sais pas quoi, pour valoriser d'autres types de capitaux, capital économique, valoriser. Bon, donc il y a toujours eu beaucoup d'imagination comptable. Avec, comme toujours, des controverses entre réformateurs qui s'étripent sur la bonne façon de la bonne convention. L'enjeu qu'on a actuellement, c'est quelle est la capacité que l'on a de faire passer ces normes alternatives ou ces idées alternatives dans les comptes officiels obligatoires. Voilà. Donc c'est ça, en fait, l'enjeu principal. Rien ne s'oppose sur le plan pratique. Enfin, comment dire, c'est pas un obstacle technique, en fait. Il suffit juste de changer la convention. Le problème, c'est qui a intérêt à changer la convention et est-ce que les rapports de force sont tels qu'on peut arriver, par exemple, à faire en sorte qu'on ne sorte plus des profits quand il y a des dégradations de la nature. Il n'y a rien qui s'y oppose. On a déjà fait des trucs pires, hein, si j'ose dire, dans l'histoire de la comptabilité. Voilà. Donc, voilà. Donc il y a beaucoup, je ne sais pas comment dire, et puis le profit, si vous réfléchissez à qu'est-ce que c'est que le profit c'est une puissance, enfin moi c'est comme ça que je le définis, c'est une puissance d'agir monétaire qui est récupérée par quelqu'un à la fin, d'accord? Donc on peut très bien décider d'augmenter cette puissance d'agir monétaire pour les gens qui travaillent bien. Ça s'appelle de la création monétaire au passage, où on peut ou diminuer. Voilà, vous voyez, c'est une capacité d'agir. Donc on est vraiment dans un monde de complet artefact en fait. Hein. Et donc la question, c'est pas la faisabilité technique, encore une fois, c'est la maturité ou la faisabilité sociale et politique de ce genre de réforme, quoi. Voilà. Tout d'abord, merci. Je voulais demander deux questions qui sont peut-être un peu trop abstraites. Alors, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est pas grave. Je vais pas être. La première question était pour rebondir sur la question de comment se construisent les dettes entre les nations et la relation de ça entre les nations. Ce que je pensais, moi, personnellement, en entendant votre réponse, c'est que en venant dans un pays européen, parce que je viens du Moyen-Orient,
chez nous, l'image de l'FMI, le Fonds mondial international, c'est ça, monétaire international, il a une image très négative. On imagine toujours que voilà, on a des pays en crise et ce fonds-là va venir et va donner des fonds. Et puis ça va entraîner nécessairement des dettes qui ne vont jamais finir, qui vont toujours grandir parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas les systèmes monétaires, on n'a pas les capacités pour répondre. Et donc, on va toujours être dans une dette qui croît toujours. Ce que vous expliquez maintenant, c'est que oui, peut-être si c'est une question de convention aussi, on peut d'une certaine façon manipuler comment on représente les choses. Peut-être que et pour moi, je me demandais cette question parce que quand j'ai regardé l'histoire un peu de ce fonds-là, je me suis rendu compte qu'au début, ce n'était pas nécessairement quelque chose aussi vicieux que ça, qu'il y a des économies où ces interventions ont pu avoir un effet positif. Donc la question en général, c'est que est-ce que, théoriquement, puisqu'on n'a pas autant d'impérialisme ou comment dire, d'occupation qui est plutôt directe dans notre temps, est-ce que la dette peut devenir comme un outil de domination dans le futur? Est-ce que c'est aussi puissant que ça? Et la deuxième question qui n'a rien à voir, c'est quand vous expliquez, et quand j'étais en train de lire les lectures un peu, j'avais un peu l'impression, mais surtout dans votre présentation, que il y a toujours ce stéréotype social que voilà, il y a une certaine vérité dans la comptabilité, dans la comptabilité et l'usage des chiffres parce que c'est professionnel, c'est objectif, ça présente une vérité qui est absolue, mais en fait ce n'est pas vrai. Il y a toujours des cadres, il y a toujours des façons à regarder ces choses-là, il y a toujours des conventions. Ce qui me faisait un peu, dans ma tête, dans mon expérience, c'est un peu l'écho de nos études de sociologie des sciences ou de l'histoire, notre perspective, qui dit que voilà, la science n'est pas quelque chose qui est absolu, qui est absolument objectif, mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout passe et il n'y a rien. C'est juste qu'il ne faut pas trop prendre les choses comme des vérités externes et idéales ou idéalisées. Est-ce que vous considérez qu'il y a aussi certains cadres allez, est-ce que vous voyez un certain parallèle aussi ou c'était juste mon impression? Merci. Sur la dette comme forme de domination, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, moi, j'engage à lire, par exemple, Benjamin Lemoine, les travaux de Benjamin Lemoine qui sont presque entièrement là-dessus. Donc, l'ordre de la dette, etc. Bon. Donc, il y a eu beaucoup de choses, en fait, qui ont été écrites là-dessus. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était, dans le cadre du FMI, c'est légèrement différent parce que l'argent a été prêté. Donc il y a bien eu un transfert monétaire. Les dettes dont on parlait, là, c'est différent. C'est-à-dire elles ont été inscrites, mais il n'y a pas eu de transfert monétaire. Voilà, c'est comme l'amende, en fait. L'amende, tout d'un coup, vous êtes endetté parce qu'il y a une puissance qui est venue, qui a dit « tu me dois tant ». Voilà, d'accord. Donc mais bien sûr, la dette, c'est une façon d'organiser des asymétries et des formes de domination entre l'endetteur et l'endetté, en fait. Voilà. Bon, ça c'est. Donc voilà. Après. Alors, sur la question du parallèle, oui, c'est un peu pour ça que je l'ai raconté comme ça, en fait, en me disant peut-être à cet endroit-là, ça sera utile. Bien sûr, la comptabilité, elle fabrique que des vérités relatives, voire très relatives, en fait. C'est-à-dire que tant que... Comment dire ? Ce qui est curieux avec cette pratique, c'est-à-dire, disons, les pratiques qui étaient très collées, parce que je vous ai donné une image au départ, où on avait des pratiques qui étaient très collées aux transactions économiques. Donc, voilà. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus même de de ce comptage de base ou de ce recensement de base qui faisait qu'on pouvait, à la rigueur, appuyer les chiffres là-dessus. Et on s'éloigne de plus en plus vers un travail de chimère, en fait. On fabrique des chimères financières, des chimères... et on va mettre ça dans les comptes. C'est ce qui se passe avec les IFRS. On commence à faire des calculs sur le futur et on va mettre ce chiffre-là dans les comptes. Et donc là, c'est d'ailleurs pour ça qu'une partie
des comptables ou même des gens qui certifient les comptes, parce qu'il y a des professionnels, la certification des comptes, qu'on appelle les commissaires aux comptes, étaient quand même extrêmement embêtés au départ, en disant mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On commence à mettre des modèles, on met des modélisations dans les comptes. Vous êtes sûr, franchement, on va faire ça? On n'est plus en train de compter les factures, là. Donc il fallait solidifier ça. Donc il y a toute une armée de nouveaux intermédiaires qui ont été créés, par exemple des gens qui certifient les modèles financiers. Mais c'est vrai donc c'est pour ça que quand on voit ça, on se dit bah, pourquoi on ne mettrait pas les dégradations de la nature? Enfin, franchement, je veux dire, on n'est plus à ça près. Et au contraire, ça serait peut-être plus utile que de mettre. Voyez, donc, rien, voyez, il suffit juste qu'on ait des normes, des cadres, des gens qui certifient que tout le monde calcule les dégradations de la nature pareil. Parce qu'on fabrique voilà, on commence à fabriquer vraiment des chimères, en fait. Voilà. Donc, c'est peut-être là où la comptabilité du XXIe siècle, elle est vraiment très détachée, en fait, des questions économiques, au nom d'un réalisme, en fait, économique. Parce que c'est ça qui est vraiment très intéressant dans les discussions, c'est qu'ils ont, comme on est dans une vision économique, c'est-à-dire que la valeur d'une chose ne vaut que si elle peut me rapporter quelque chose dans le futur. Quelque chose qui ne me rapporte rien ne vaut rien, en fait. Hein. Donc c'est logique, si on va jusqu'au bout, la valeur des choses que je mets dans les bilans, c'est uniquement les profits futurs. Enfin, c'est logique en fait. Quand quand on respire la conception de ce qu'est la valeur économique. Mais du coup, on se retrouve à fabriquer des choses qui sont extrêmement étranges. Donc c'est peut-être disons que les épreuves, on pourrait dire les épreuves de vérité, elles sont quand même beaucoup plus compliquées, je trouve. Alors, une façon qu'ont eu les comptables, les comptables et les financiers, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que pour valider les nouveaux comptes, ça a été de dire si le profit calculé comme ça, de façon un peu chimérique, c'est moi qui insiste en disant que c'est chimérique, hein, parce que ce n'est pas tous les comptes, etc. C'est certainement certains postes et tout, mais je pousse au bout la caricature. Si ce profil est bien corrélé au cours de bourse et à l'enrichissement sonnant et trébuchant des actionnaires en bourse, où les actions s'échangent, donc il y a des plus-values, à ce moment-là, s'il y a une bonne corrélation, c'est que les comptes sont bons. Donc on a changé en fait de principe de véridiction. En fait, hein. On a changé de principe de vérité. Et ce qu'on attend, c'est donc il y a des tas de travaux très sérieux qui, par exemple, font des corrélations entre ce qu'ils appellent les book value, donc la valeur dans la compta, et la market value, la valeur sur les marchés, par exemple, de la même entreprise. Donc si la valeur telle qu'on la voit dans la compta et la valeur telle qu'on la voit sur les marchés est bien corrélée, à ce moment-là, la compta est bonne. Et ce qui, évidemment, fait frémir toute une génération de comptables en disant « Mais attendez, notre job, ce n'est pas de singer la bourse. Notre job, c'est de faire un autre chiffre, en fait. » Voilà. Vous voyez ? Et donc, c'est vrai que l'arrivée des IFRS crée un caractère totalement autoréférentiel. Hein, et donc, c'est pour ça qu'on a accusé aussi cette comptabilité d'avoir des effets cycliques, procycliques, qu'on appelle. C'est-à-dire quand la bourse monte, les comptes montent. Quand la bourse descend, les comptes descendent. Et donc, il y a un truc un peu... voilà. Donc, finalement, on n'a plus besoin de la comptabilité. Il suffit de regarder les cours de bourse. Enfin, bon, j'exagère, mais vous voyez. Et donc, il n'y a plus d'extériorité non plus à la valeur de marché. Donc, il y a un caractère très spéculaire comme ça qui est très, très, très particulier, en fait. Voilà. D'ailleurs, il y avait une question, là, la personne qui est là ne l'a pas posée, qui était qu'est-ce qui s'est passé dans la crise financière? Est-ce qu'ils ont changé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tant qu'on était dans une période de bulle, où que la bourse montait, tout le monde était content, on mettait la bourse dans les comptes, et puis les entreprises devenaient de plus en plus belles, de plus en plus profitables, etc. Arrive la crise financière, la bourse s'effondre, et à ce moment-là, il aurait fallu donc passer dans les comptes l'effondrement. Et donc les entreprises seraient devenues absolument horribles, etc. Et en fait, c'est incroyable, ils ont suspendu l'application des normes comptables. Voilà. De façon, en fait, unilatérale, donc avec un effet absolument incroyable.
Donc, ils n'ont pas passé les pertes. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question qui faisait écho à la question de Barbara sur la dette haïtienne. Où, en fait, je me demandais, tout à l'heure, vous avez commencé la présentation en définissant ce qui concerne la comptabilité, ce qu'on compte. Et ça m'a fait penser au fait qu'en fait, les personnes mises en esclavage étaient considérées comme du capital aussi, qui du coup, je suppose, étaient comptées dans les bilans, etc. Et moi, ça me fait me poser la question de qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, dans la dette haïtienne, ce capital, entre guillemets, se révolte et cesse d'être un capital du jour au lendemain, où on peut plus continuer à compter ce capital-là. Il doit être, comment les normes comptables s'adaptent pour prendre en compte cette révolte de ce capital, puisque on pourrait penser qu'une telle révolte remettrait en question justement la notion de capitalisme qui est en train d'être construite avec les normes comptables, etc. Or, on a un peu une absorption de ce choc qui est causé par la révolution d'esclaves, qui fait que la nature même de ce qui peut être compté comme capital change. Et est-ce que justement il y a eu est-ce qu'on distingue des stratégies d'adaptation exactes qui ont été mises en place par les normes comptables pour encaisser ce choc-là? Ou est-ce que peut-être que est-ce que c'était justement un délitement qui s'est fait même s'il y a eu des révoltes, qui s'est fait avec les mouvements abolitionnistes, qui s'est fait sur le long cours, plus lentement, où on considère de moins en moins ces personnes esclavisées comme capital, et de plus en plus, enfin, je ne sais pas comment ça se fait exactement, mais comment ça s'est articulé, tout ça? C'est une question un peu vaste, mais... Il y a une historiographie en fait là-dessus que je ne connais pas du tout. Mais il y a eu, comme je vous disais, il y a beaucoup de traces comptables, y compris des plantations. Donc il y a une historiographie, mais alors en revanche, qui raconte à travers les comptes justement la plantation, etc. Mais que je connais pas, que j'ai pas lu. En revanche, plusieurs choses. À l'époque, il n'y a pas de normes comptables, donc on compte ce qu'on veut. Encore une fois, chacun compte ce qu'il veut. Mais il est clair que l'esclave est un bien, en fait. Donc, à ce titre, il est dans les bilans, quand on fait des bilans, ou quand on fait des inventaires. Enfin, on n'est pas obligé de faire un bilan, c'est vraiment une notion de comptabilité en partie d'eau, mais quand on fait un inventaire de patrimoine, ça, on peut en faire indépendamment de la partie d'eau. Quand le planteur faisait l'inventaire de son patrimoine, il comptait les meubles et les esclaves, évidemment, puisqu'en plus, l'esclave avait une valeur marchande, il pouvait être vendu, etc. Mais je veux dire, comme fait un agriculteur aujourd'hui, quand il compte les vaches, par exemple, les vaches laitières qui sont dans les bilans, fait les haras, donc c'est exactement la même nature. C'est des capitaux vivants, en fait, comme on a les animaux aujourd'hui dans les comptes des entreprises agricoles. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Ça faisait pas de problème pour les planteurs, enfin pour les chefs d'entreprise de plantation, que ce soit comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement alors, les normes comptables, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un actif qui tout d'un coup perd sa valeur, parce que c'est comme ça. Ça s'appelle une dégradation de perte, c'est-à-dire que soit l'actif, je veux dire, c'est comme quand il brûle, en fait, c'est pareil, il était à temps et puis le lendemain il est à zéro, valeur zéro, parce qu'il n'appartient plus, soit parce qu'on vous l'a volé, ça peut être un vol, et donc normalement, c'est une perte que le planteur doit enregistrer, l'entreprise doit enregistrer dans son compte de résultat. C'est une perte d'investissement. Donc voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que je pense que sur Haïti, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais on peut très bien imaginer que des propriétaires d'esclaves aient dit, oui, mais du jour au lendemain, moi je pensais avoir telle richesse, j'ai plus telle richesse. Et à mon avis, ils l'ont valorisé en valeur marchande, disant, donc voilà. Mais donc c'est comme ça Bon, après, il y a eu tous les débats. La logique aurait été de considérer que c'était des propriétés odieuses, voilà, et qu'il n'y avait pas...
Haïti, c'est pour ça que ça m'a tilté dans la présentation, superbe, là, très intense. Hein. Pris plein de notes. C'est le fait que, outre le patrimoine qui se calculait depuis toujours, puisque c'était l'enjeu pendant toute la période coloniale, il y a eu une projection sur les futures pertes du fait que les colons, par l'indépendance de Haïti, c'est comme ça que ça a été calculé. C'est pas la valeur des esclaves perdus que payent les Haïtiens pour leur liberté. C'est le calcul qui a été fait, je ne sais pas comment, par les planteurs sur la perte économique que représentait l'arrêt des plantations. Et que donc, ils étaient lésés. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient investi en achetant des esclaves, en faisant les plantations, etc., puisqu'ils devaient partir, eh bien donc, mais ce calcul, je ne comprends pas pourquoi il s'est poursuivi jusqu'à notre siècle. Hein, je crois que c'est vraiment très récent, je ne me souviens plus de l'année. Tu sais, Jérémy, quand est-ce que ça s'est arrêté, le remboursement de la dette à la France? 70-80, bon, c'est fou. La même histoire, pardon, que quand vous faites une nationalisation. Quand vous faites une nationalisation, il y a des gens qui avaient des entreprises, du jour au lendemain, ça devient donc soit vous indemnisez, soit vous faites une appropriation à titre gratuit, hein, donc une expropriation. Voilà, donc il n'y a pas 3000 façons de faire, donc là, et donc c'est une discussion politique. Alors après, je ne sais pas moi comment ils ont calculé, c'était peut-être des sommes exorbitantes, et l'Haïti étant un pays qui avait du mal à rembourser, ça a mis 200 ans. Je subodore qu'il y avait aussi des questions de taux d'intérêt, parce que quand la dette n'est pas remboursée, on considère que c'est de l'argent qui aurait dû rentrer et qu'on a mis des taux d'intérêt dessus. Ça ne serait pas la première fois qu'il y a plus de dettes en intérêt qu'en capital originel. Voyez, parce que si on devait rembourser il y a 200 ans et qu'on n'a pas remboursé et qu'on considère que cet argent il aurait dû être placé à 5% sur 200 ans, 5% par 200 ans, etc., ça fait des sommes absolument délirantes. Voilà, je ne connais pas le dossier, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Vous l'avez dit vous-même, c'était pas un remboursement, puisqu'ils ne remboursaient pas une dette, ils n'ont pas reçu de l'argent. Bon, mais moi, du coup, ça me fait penser à un autre truc, c'est que par rapport aussi aux critères de ce qu'on compte et qui est relatif selon le modèle, aujourd'hui, l'histoire, enfin, les gens qui militent pour que le PIB reconnaisse ce qu'ils appellent les services de la nature. Et pas seulement la destruction de la nature qui est déjà comptabilisée avec les histoires de calcul de carbone, etc. Mais le mouvement qui consiste à dire qu'il faut réajuster donc pertes et profits dans différentes actions, y compris que ce soit des entreprises privées ou dans le public, en évaluant économiquement, mais je ne sais pas comment, les services de la nature. Moi personnellement, je ne pense pas que ce soit la solution de tout justement financiariser. Mais il y a ce courant. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, ouais, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est... comment dire, le courant qui vise à valoriser les services de la nature, c'est pour montrer qu'il faut la protéger, en fait. Donc c'est un mouvement pour dire attention, c'est précieux, ne le détruisez pas, etc. Les comptabilités dont on a parlé, elles sont vraiment orientées vers le calcul des profits et donc vers des distributions économiques. Donc moi, je pense que c'est plus intéressant d'empêcher la distribution des profits, parce que ça ne sert qu'à ça, que de montrer combien la nature est belle, quoi. Donc, ça me semble plus efficace pour orienter l'action économique. C'est-à-dire que... Donc, après, on peut... Voilà. Donc, je ne suis pas sûre... Enfin, comment dire? Je ne suis pas sûre que ça soit, disons, la première étape. Après, ensuite, on peut imaginer, on peut faire de la politique fiction et imaginer un autre monde, mais là, la question de la monnaie aurait quand même, le concept de monnaie aurait beaucoup changé. On pourrait imaginer un tout autre monde où, en fait, on maximiserait du bien-être, des choses comme ça. Voilà.
Mais ça semble quand même, là on est sur une utopie comptable beaucoup plus importante parce qu'il faudrait aussi changer le principe de la monnaie et tout. Donc ce qui me semble beaucoup plus facile, c'est d'empêcher les distributions monétaires en fait pour les propriétaires tant qu'il y a un certain nombre de choses qui... voilà, en gros. Donc avec une vision assez extensive des externalités négatives. Et donc si les profits sont très dégradés et qu'on ne peut plus sortir d'argent, les choses pourraient... Voilà. Ça me semble plus facile en fait à faire. C'est plus proche, une réforme plus proche. Forcément besoin d'avoir le mot de la fin moi-même, mais donc merci infiniment. C'était vraiment absolument dans notre sujet, mais une manière complètement déplacée, je pense, de voir les choses. Donc c'était vraiment vraiment super. Donc merci à tous. Donc à la semaine prochaine pour notre avant-dernière séance de l'année.